Bonjour à tous et bienvenue autour de la grande table. Alors que la polémique sur les incidents au Stade de France va bon train, faut-il réformer la police? Comment lutter contre les violences policières? On en parle à partir de 12h55 avec les auteurs d'un tract paru chez Gallimard intitulé Violences policières, le devoir de réagir. Maître Bourdon et Maître Brengard seront avec nous dans la grande table des idées aujourd'hui. Mais d'abord, Haruki Murakami est sûrement l'un des plus grands écrivains japonais vivants, régulièrement pressenti pour le prix Nobel de littérature. Il a choisi d'adapter 6 nouvelles de l'auteur de Kafka sur le rivage et de les rassembler dans un film d'animation. C'est notre invité Pierre Foldès aujourd'hui. Ce film s'intitule Saules aveugles, femmes endormies. Il est en compétition au festival d'Annecy qui a ouvert ses portes hier. Le réalisateur et compositeur Pierre Foldès est notre premier invité. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Le Festival international du film d'animation d'Annecy qui ouvrait ses portes hier après 2 ans de pandémie et des éditions revues à la baisse les précédentes années. Avec nous, son délégué artistique Marcel Jean est en ligne. Bonjour Marcel Jean. Bonjour. Bonjour, je ne vous présente pas mon invité, mais je vais le faire pour les auditeurs. Pierre Foldès, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui est avec nous en studio à l'instant et que vous allez retrouver jeudi pour la projection officielle de son film Saules aveugles, femmes endormies, en compétition au festival que vous dirigez artistiquement, Marcel Jean, en ce moment. Quels sont les grands moments, les temps forts de ce festival qui vient d'ouvrir ? Le Festival d'Annecy, c'est un festival de rencontres. Alors, il y a bien entendu une compétition officielle où figure cette année une sélection de choix, dont le film de Pierre Foldès, mais aussi Interdit aux chiens et aux Italiens d'Alain Huguetto, qui est un film magnifique, My Love Affair with Marriage de l'américaine Signe Bauman. Bref, on a une magnifique sélection, mais aussi beaucoup de projets qui sont accompagnés dans leur genèse. C'est arrivé avec Saules aveugles, femmes endormies, c'est-à-dire présentation de Work in Progress en présence des auteurs. Ainsi, Michel Hazanavicius sera parmi nous pour présenter, donner un avant-goût de La plus précieuse des marchandises, son prochain film. Hier, nous avions l'équipe de Spider-Man, la prochaine mouture de la célèbre franchise. Et nous avons ouvert hier soir avec le plus récent opus de la série des Minions. Donc, Il était une fois Gru, qui sortira bientôt et qui a donné beaucoup d'espoir quant à l'avenir du cinéma en salle. Vous êtes en train de nous dire qu'après le cinéma muet, après la nouvelle vague, un hommage avec un film consacré à Godard, après le film Z, Michel Hazanavicius est en train de se lancer dans le film d'animation ? Absolument. Donc Michel Hazanavicius, tous les talents, on pourrait dire, oui. Oui, il travaille aussi beaucoup cette histoire du cinéma. Et justement, dans cette grande histoire du cinéma d'animation, il y a une figure française, c'est Michel Oslo, qui va recevoir ce soir un cristal d'honneur à l'occasion de la projection de son nouveau film, Le Pharaon, Le Sauvage, La Princesse, qui sortira en salle à l'automne, le 19 octobre. Michel Oslo, c'est qui pour vous, Marcel Jean ? Michel Oslo, vous l'avez dit, c'est une grande figure du cinéma français, mais c'est aussi, je dirais, celui qui est un peu à la source de ce changement qui s'opère entre le passage du 20e au 21e siècle, du court-métrage au long-métrage dans l'animation française. Et beaucoup de cinéastes lui sont redevables aujourd'hui parce que le succès de Kirikou a donné confiance aux producteurs, aux cinéastes, a permis à ce qu'une industrie du long-métrage se développe en France et même plus largement en Europe, je dirais. Alors c'est Kirikou et c'est dernièrement Dilili à Paris pour Michel Oslo qui est un des représentants de ce cinéma d'animation français. Il faut dire que toute cette planète animation est en ébullition avec des styles très différents et on a hâte de savoir où notre invité Pierre Foldès est allé puiser ses techniques, son inspiration, son savoir-faire, probablement dans différentes galaxies, là encore, du dessin d'animation. Juste un bref retour avec vous encore Marcel Jean sur la projection des Mignons qui a eu lieu hier ou avant
avant-hier, hein, je crois. Ah non, hier, bien sûr, parce que le festival ouvrait hier à Annecy. Absolument. Donc, c'était hier soir. Nous étions convaincus que c'était le film idéal pour ouvrir un festival de retrouvailles, reconnecter, je dirais, avec le plaisir d'être en salle, rire tous ensemble face à une comédie enlevée, pleine d'action. Et ça a été mission accomplie pour le studio Illumination qui promet un autre grand succès commercial. Voilà, film sera en salle le 6 juillet en France. S'oppose pour le cinéma d'animation ou le cinéma jeunesse aussi, avec tous ces grands films d'animation, la question du retour en salle d'un public jeune notamment, qui se pose autant d'ailleurs pour le cinéma dit adulte, en ces temps quand même assez troublés, pandémie, guerre en Ukraine. Est-ce que le film d'animation peut être la porte ouverte pour un retour en salle de la jeune garde des cinéphiles? Bien, il est sûr que dans la programmation d'Annecy cette année, quand on voit cette franchise-là, qui est celle des Mignons, pardon, et le Moi Moche et Méchant, Buzz Lightyear, donc Buzz l'éclair, qui s'inscrit dans la foulée de Toy Story, Spider-Man, bon, on a là les gros canons des grands studios qui annonce de grands succès en salle. Mais par-delà tout cela, il y a une animation adulte qui est de plus en plus présente. Le Cristal de l'an dernier, Flea, est emblématique, je dirais, de cela. Et avec ses 3 nominations aux Oscars l'an dernier, on voit comment le cinéma d'animation est pris de plus en plus au sérieux par une part de plus en plus importante de l'industrie. Donc, on espère que le public accompagnera aussi des films comme celui de Pierre Foldès. Voilà, et Flea, qui est actuellement à voir sur Arte, qui a choisi de mettre ce film à l'honneur pour ses 30 ans, la chaîne européenne, chaîne franco-allemande, à propos de ce film Flea. Merci beaucoup Marcel Jean. Le festival du film d'animation d'Annecy se tiendra jusqu'au 18 juin. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Elle n'a pas dit un mot depuis le tremblement de terre. Et elle regarde juste la télé. Juste les nouvelles du séisme. Elle est pas venue au lit depuis 5 jours. Je l'ai même pas vue aller aux toilettes. Non. C'est comme si j'existais pas. Ah, faut que j'y retourne. J'ai rien entendu. Je fouillais juste parmi les débris pour essayer de récupérer mes affaires. Et puis j'ai clairement entendu des bruits de coups venant de sous terre et la voix de quelqu'un qui appelait à l'aide. Et vous êtes certain que cette voix venait de sous la terre? Et il n'y avait personne autour. Je suis le seul à être venu ici. J'étais totalement seul. Tokyo, quelques jours après le tremblement de terre de 2011, une femme qui ne quitte plus son écran de télé avant de quitter définitivement son compagnon, une grenouille géante et férue de littérature, un chat disparu. Il manque à l'appel, un attaché commercial laborieux, mais honnête. Comment les événements extérieurs vont-ils redonner sens à leur vie? Le peuvent-ils d'ailleurs? Bonjour Pierre Foldès. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous pour évoquer ce film, ce premier long métrage d'animation, Saules aveugles, Saul comme l'arbre, Saul aveugle, femme endormie, qui est l'adaptation de 6 nouvelles issues de 3 recueils différents du maître de la littérature japonaise, Haruki Murakami. Saules aveugles, femmes endormies, on peut citer d'autres qui donnent son titre au film, d'autres nouvelles de Murakami, Le jour de ses 20 ans, Le petit Grèbe, Crapaudin sauve Tokyo, Un ovni a atterri à Kushiro, L'oiseau à ressort ou encore Les femmes du mardi, tous issus, donc je le disais, de 3 recueils différents, à retrouver d'ailleurs chez 10-18, là où l'ensemble de l'œuvre de Murakami en France est traduite et publiée chez Belfond. Quel fil relie ces 6 nouvelles ? Pourquoi vous les avez choisis? C'est vraiment juste l'inspiration. En fait, quand M. Murakami m'a gentiment proposé de choisir des nouvelles, j'avais pas d'idée
bien précise de ce que je voulais faire. Tout ce que je savais, c'est que ça m'inspirait beaucoup et je voulais en faire un long métrage. Donc, la première que j'ai choisie, c'était Sols aveugles, femmes endormies. Et une nouvelle qui me touchait beaucoup, qui était pleine de choses cachées, très, très fragiles. Et puis voilà, puis après j'ai décidé de garder ce titre pour le titre du film. Et après les autres nouvelles, je les ai choisies sans aucune idée préconçue. J'avais pas du tout de plan dans la tête ou quoi que ce soit. Je prenais ce qui me touchait et voilà, vraiment, je voulais pas chercher à comprendre pourquoi ça me touchait non plus. Au contraire, voilà, j'ai choisi ces nouvelles, je les aimais et surtout elles m'inspiraient. Mais surtout, elles dialoguaient entre elles, ces nouvelles. D'ailleurs, vous n'avez c'est-à-dire pas choisi de les présenter les unes après les autres. Ensuite, voilà. Dans un deuxième temps. Donc il y avait une langue commune. Il y avait une langue commune. De toute façon, il y a une langue commune parce que c'est Murakami. Donc voilà, c'est pas comme si j'avais choisi des auteurs différents. Donc forcément, des personnages, même s'ils sont des vies complètement différentes, des personnages dans des nouvelles de Murakami ont une espèce de teinte commune, ont il y a des reflets, il y a des choses qui... moi, ça m'inspirait des choses communes. Donc après, j'ai quelque peu détourné, malgré tout, la trajectoire de ces personnages. Mais voilà, c'est vraiment juste l'inspiration et laisser le travail de l'écriture prendre son temps pour créer quelque chose à partir de tout ça. Prendre son temps, ça a pris combien de temps pour écrire ce film ? C'est une question pénible. Je préfère vraiment... Ça me fait un espèce de tremblement de terre intérieur à moi de penser à ça. Non, parce que c'est très très long. Disons que le temps de la fabrication du film, c'était 3 ans, mais il y a eu beaucoup de gestation avant. Et c'est un peu pénible, à vrai dire. Pourquoi c'est pénible ? C'est trop long, c'est beaucoup trop long. Je veux dire, un film en live, on peut le faire en 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, rien que la fabrication, c'est 3 ans. Donc, c'est un petit peu démesuré, à vrai dire. Parce que pendant 6 ans, finalement, ce projet vous a habité, torturé. Torturé, je ne sais pas, mais torturé dans le sens... dans le sens que c'est pas facile à monter, c'est tout. C'est que, voilà, au début, on se dit « Ah ouais, j'ai Haruki Murakami qui est derrière moi, qui a dit « OK pour mon projet ». Et on se dit je vais claquer des doigts, et puis vu que c'est un auteur tellement célèbre, et je vais pouvoir faire ce que je veux et avec qui je veux. Mais en fait, les choses se passent pas comme ça, c'est pas si simple, et il faut beaucoup ramer avant de pouvoir monter le projet qu'on a envie de monter. Mais Est-ce que le choix de l'animation s'est imposé à vous ? Je reformule. Vous avez fait le choix, effectivement, d'un cinéma d'animation pour cette adaptation, là où d'autres, comme Hamaguchi, par exemple, le réalisateur de Drive My Car, sorti l'an dernier, a choisi, lui, un cinéma en prise de vue réelle, que vous pratiquez, que vous maniez aussi. Alors pourquoi l'animation ? Est-ce que ça s'est imposé comme un espèce de choix de fidélité à l'univers, peut-être... poétique, magique de Murakami ? Pas vraiment, non. En fait, au départ, je pensais faire le film avec des techniques mélangées, en fait. Ça me plaisait beaucoup, cette idée. Je pensais que j'allais garder certains acteurs en live, que j'allais garder certains éléments même de décor en live, et qu'il y aurait de toute façon beaucoup d'animation, parce que c'est ce que je faisais à ce moment-là. Et puis progressivement, le film est devenu, un peu par la force des choses, il est devenu comme ça, progressivement un film pur pur animation. Mais après, le choix de faire quelque chose en animation ou de le faire en live, oui, j'aurais tout à fait pu faire ce film en live. Bon, ça aurait été un petit peu difficile avec la grenouille, etc. Mais malgré tout, on aurait pu. Le choix de faire en live ou en animation, c'est comme un choix de médium, finalement. Je veux dire qu'on peut aussi... J'aurais pu écrire de la musique sur le même sujet, ou j'aurais pu faire des tableaux. Vous l'avez fait, puisque vous avez composé aussi la musique du film. Mais ce que je veux dire, c'est que choisir... Vraiment, l'animation, c'est un médium. Malheureusement, c'est un médium un peu sadomasochiste, on va dire. Mais
Mais c'est un médium comme un autre. On décide, tiens, on va faire un film en noir et blanc, on va faire un film en couleur, on va faire un film avec des dessins, on va faire un film... voilà, c'est pas une... Bon, à l'arrivée, effectivement, quand on choisit ce médium, on prend des décisions et on se dit, bon, bah, alors on va tout créer, on va créer un univers de A à Z. C'est ça la grande différence. C'est qu'évidemment, en live, tout existe et il n'y a qu'à le photographier, entre guillemets. Mais là, il faut tout créer de A à Z. Quelque part, c'est agréable, cette idée, mais c'est aussi ce que je vous disais, c'est un peu too much, quoi. Alors c'est sadomasochiste pour l'auteur ou le réalisateur que Non, vous êtes, ça n'est pas pour le public. Ah ben non. Ah, pour le public, non, mais pour les gens qui travaillent, oui. Parce que faire de l'animation, un film comme ça, c'est vraiment... c'est assez énorme. Est-ce que l'animation est le médium idéal, parfait pour l'imagination? C'est Frog qui dit à Katagiri dans le film, la véritable peur, c'est celle que les hommes éprouvent envers la force de leur imagination. Est-ce que l'animation permet ça, de libérer cette force de l'imagination? Oui, dans le sens de ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on peut tout créer, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'au moindre détail et tout créer. Après, je crois que l'imagination peut employer n'importe quelle méthode pour s'exprimer. On peut faire un truc complètement fou et plein d'imagination en images réelles. Je sais pas, mais on peut faire la même chose avec peu importe le médium. C'est juste c'est un médium comme un autre pour moi, mais prodigieux parce que voilà, on construit des décors, on construit une ambiance, on construit une image. Et bon, moi j'ai travaillé avec des acteurs parce que je voulais travailler avec des acteurs, mais on peut, voilà, on construit un style d'animation, des techniques d'animation. Oui, c'est très particulier. Il en faut quand même beaucoup de l'imagination à cet employé de banque pour suivre cette grande grenouille, Frog, qui se présente à lui, chez lui, Monsieur Frog, comme il ne cesse d'ailleurs de l'appeler et de se faire corriger. Il lui en faut du courage pour la suivre dans son sauvetage de Tokyo qui passe par la nécessité d'affronter, de terrasser un grand ver de terre qui jusqu'ici sommeillait, mais qui s'apprête à se réveiller et à faire trembler le sol. On entre dans votre film Saules aveugles, femmes endormies. Pourquoi est-ce qu'un homme comme moi irait sauver Tokyo? Parce que, monsieur Katagiri, je ne ferai confiance à personne d'autre que vous pour combattre avec moi. Bon, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je veux que vous me retrouviez le 22 à minuit dans la chaufferie du sous-sol de la banque. Vous resterez sous prétexte d'un travail à finir. Depuis la chaufferie, nous prendrons une échelle pour descendre à 50 mètres de profondeur là où habite Worm. Mais si au dernier moment, je prends peur et que je m'enfuis, vous feriez quoi, monsieur Frog? Frog! Vous feriez quoi alors, Frog? Je me battrai, seul. Bien que mes chances d'en ressortir vivant ne soient à peine meilleures que celles d'Anna Karénine, frappée par cette locomotive à pleine vitesse. Avez-vous lu Anna Karénine, monsieur Katagiri? Non. Mais je crois que vous ne m'abandonnerez pas sur le champ de bataille. J'en suis sûr. C'est une question de couilles dont, malheureusement, comme vous le voyez, je ne suis pas pourvu. Cette situation va l'extraire de son quotidien et va le forcer à affronter ses peurs, Katagiri. Exactement. Et c'est aussi l'effet que ça provoque en nous de se dire dans une situation comme celle-là, même si on risque, ou on pense qu'on ne la rencontrera jamais demain, qu'aurions-nous fait? Que ferions-nous? Oui, c'est un personnage vraiment intéressant, Katagiri, interprété par Arnaud Maillard, là, qui était magnifique. Et oui, voilà, il se retrouve avec subitement, comme ça, le tremblement de terre. Enfin, ce tremblement de terre déclenche différentes choses chez différentes personnes. Nous, dans ce film,
c'est pas le tremblement de terre réel qui influence nos personnages, c'est le tremblement de terre qu'eux éprouvent, un tremblement de terre bien plus intérieur. Et chez lui, bon, on peut l'interpréter comme on veut. Donc il découvre cet alter ego en Frog qui est un peu tout ce qu'il n'est pas et qui lui permet d'extrapoler, de partir dans une autre voie et peut-être effectivement de réussir à retrouver ce qu'il a à l'intérieur. Alors le projet a été entamé il y a 6 ans environ, on le disait. Mais moi je ne le disais pas, entre-temps- vous le disiez. Oui, moi j'ai fait 3+3, puisque vous avez parlé de 3 ans de gestation et 3 ans de réalisation. Entre-temps, la pandémie est arrivée, cette séquence pandémique, le confinement, ça aussi, on se dit que c'est de l'ordre du surnaturel. On n'imaginait pas vivre tous un événement comme celui-ci, un événement extérieur qui peut-être, du même coup, a provoqué en nous l'équivalent de ce tremblement de terre intérieur ou de une ce espèce de confinement remise en intérieur, question, oui, absolument. Oui. de confrontation avec nos propres angoisses et d'état introspectif par la force des choses. Hein. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on a tous vécu, puis on continue tous à vivre les choses maintenant en se disant, bon, voilà, le monde a changé, le monde a tourné, et les personnages de ce film, c'est ça ce qu'ils vivent. Ils sont confrontés à quelque chose de surnaturel, enfin, de naturel, mais un peu plus que naturel, et ça éveille en eux des choses profondes. Et effectivement, c'est comme ça que beaucoup de gens maintenant ressentent l'après-Covid, maintenant ce qui se passe en Ukraine, tout ça, c'est en train de chambouler tout notre monde. Comment lui a-t-il géré ce moment? On écoute les mots d'Haruki Murakami. Tous les arts sont nécessaires dans ces périodes, mais c'est formidable de lire si on en a plus le temps. Ce qui est important, c'est peut-être justement de lire des récits, des histoires profondes. Actuellement, aux informations, on ne parle que du corona. Je pense que tout le monde en a marre et veut un monde différent, un monde plus profond, donc les arts sont nécessaires. Il me semble que c'est aussi le cas ailleurs dans le monde, mais les réseaux sociaux sont partout et les phrases sont devenues des phrases de type réseaux sociaux ainsi que la communication. Ce n'est pas la langue avec laquelle j'écris des histoires, je n'ai certes pas la prétention de vaincre ce phénomène, mais je pense que je dois montrer qu'il existe une possibilité différente et plus forte d'écrire, je le sens vraiment. Voilà, on a ouvert en parlant de la langue de Murakami, justement, de cette langue commune assez si nouvelle que vous avez choisi d'adapter. Murakami qui insuffle aussi du rêve et des ingrédients un peu surnaturels, fantastiques dans le quotidien le plus banal, qui provoque cette friction, ce réalisme magique un peu à la manière des Sud-Américains, comme on l'évoque. Quelle place a l'art dans votre vie, à vous, Pierre Foldet? C'est un refuge contre cette surcommunication de l'époque? Je sais pas quoi vous dire. Moi, je suis né. Mon père était peintre et animateur. Moi, je suis parti dans la musique et puis ensuite dans la peinture et dans l'animation. En fait, c'est juste ma vie de tous les jours. Je suis même pas. C'est votre langage. Oui, c'est mon langage. J'ai beaucoup de mal là, à vous expliquer des choses. C'est pas vraiment évident. Il y a une chose qui m'a touché dans ce qu'il disait. J'ai pas tout écouté en vérité, mais enfin c'était simplement le fait de parler de choses profondes ou de choses qu'on n'arrive pas à exprimer. Moi, je suis frappé toujours par... Il y a une quantité de films qui parlent de choses sûrement très importantes, des événements sociaux, des choses, des migrants, des tas de choses qui nous touchent tous. Mais moi, c'est vraiment pas mon univers. J'ai absolument rien contre, mais je m'intéresse à des choses beaucoup plus enfouies, beaucoup plus profondes, beaucoup plus... je me souviens, un jour, moi, j'avais dit à propos de Murakami qu'il avait
la capacité de parler de choses très profondes, et c'est pour ça que ça m'a rappelé un petit peu ça, tout en décrivant que des petites vaguelettes de surface. Parce qu'effectivement, il raconte des choses très ordinaires, enfin des personnages assez vides apparemment, mais en évoquant, en ouvrant la voie, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire aussi dans le film, en ouvrant la voie à du mystère, en ouvrant une forme d'abîme, ça nous permet, enfin moi ça me permet de me plonger dans cet abîme, d'ouvrir ainsi ma propre imagination, ma propre problématique, si vous voulez, et chemin faisant, de trouver des réponses. C'est pas des réponses pratiques, c'est des réponses qui viennent de l'intérieur. Et c'est des choses qui transforment ma vie peu à peu. Et c'est un partage que vous faites en faisant ce film aussi, avec l'envie peut-être de transformer quelques instants nos vies, nos vies de spectateurs. Votre père, vous l'évoquiez, était animateur, un des pionniers, animateur de génie, tenez-vous souvent à préciser. Vous avez grandi, vous, on l'imagine, au rythme de 24 images par seconde. Par quelle école d'animation est celle qui vous inspire le plus? Parce que d'un côté, vous avez fait vos classes à Budapest, où il y a cette grande école hongroise d'animation, avec notamment dans les années 70-80 la Pannonia Film Studio. Mais là, vous adaptez Murakami, donc on se dit que vous avez dû aussi vous laisser happer par une autre grande tradition en animation qui est celle des studios japonais. Où est-ce que vous puisez votre savoir-faire, votre technique? Oh là, non, alors vraiment, non, moi à la base, donc effectivement, je suis né dans l'animation, effectivement, mais je ne suis pas du tout parti là-dedans. Je suis parti dans la musique. Donc moi, j'ai fait des études musicales très classiques, en fait, de piano, de composition, d'orchestration, ce genre de choses. Et puis, mais je dessinais toujours. Et puis à un moment, voilà, je me suis mis un peu rattrapé, enfin, en partant des États-Unis où j'habitais, en allant m'installer à Budapest, quelque part, ça a dû refaire sortir des vieux fantômes, et je me suis mis à faire de l'animation, mais autant au niveau technique qu'au niveau école. Vraiment, je n'appartiens à aucun, parce que je n'ai pas été du tout formé à l'animation, j'ai développé mes propres techniques, et c'est ça fait partie justement des choses qui m'intéressent. C'est-à-dire que pour un artiste, enfin, pour moi, ce qui est important, c'est de développer son propre style et d'aller creuser qu'est-ce qu'on a d'unique à raconter et de quelle manière unique on va raconter cette chose. Parce que sinon, c'est n'importe qui peut le faire, n'importe qui peut refaire. Bon, il y a autre chose que je vais vous signaler si on a encore le temps. C'est quand j'ai écrit ce film, j'avais en tête justement de ne pas partir dans les structures de scénario classiques. Et j'ai eu la chance d'avoir Murakami derrière moi, ce qui m'a donné la possibilité de venir imposer une structure narrative très très particulière. Pas seulement en animation, mais enfin dans le film de manière générale. Et ça donne ce film singulier, Saules aveugles, femmes endormies, qu'on verra en salle l'année prochaine probablement, il n'est pas encore daté, et qui est à voir dès cette semaine, tous les jours, au Festival d'animation d'Annecy. Merci beaucoup Pierre Foldès d'avoir été avec nous. Merci à vous. France Culture, l'esprit d'ouverture.